Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, vous regardez Le Média, la chaîne d'infos et de combat sur le canal 350 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet lemediatv.fr. Vous regardez un nouvel épisode de l'émission Du côté de chez Sam avec Chris dit Politico Boy, journaliste et ingénieur, co-auteur des Illusions perdues de l'Amérique démocrate et animateur d'une newsletter sur Substack, politicoboy.substack.com. Du côté de chez Sam revient 2 fois par mois sur l'actualité aux États-Unis, mais également sur la façon dont les États-Unis regardent l'actualité dans le monde. Au sommaire, 2 sujets. Quel rôle les grandes firmes technologiques américaines qui s'exportent massivement dans le monde tout en ayant leur siège localisé dans la célèbre Silicon Valley jouent-elles dans le carnage qui accourt actuellement dans la bande de Gaza et qui est perpétré par l'armée israélienne? Sommes-nous en train d'assister à un génocide assisté par ordinateur? Chris nous expliquera comment les technologies les plus avancées, notamment l'intelligence artificielle, peuvent se mettre au service de la barbarie. Nous évoquerons aussi Joe Biden et ses reculades répétées vis-à-vis d'un Benjamin Netanyahou qui finit par avoir des feux verts et des feux oranges dans tout ce qu'il entreprend. Le président américain a-t-il autorisé l'offensive à Rafah en échange de la promesse d'une réponse de faible intensité contre l'Iran? Chris nous en dira plus. Salut Chris. Bonjour Théophile. Alors le carnage à ciel ouvert est quasiment direct dont nous sommes témoins et dont le théâtre et la bande de Gaza a été rendu possible, si l'on peut dire efficient, si on ose le dire, parce qu'il s'appuie sur des technologies puissantes, des technologies israéliennes, mais qui sont dans les faits indissociables de la Silicon Valley américaine. Oui, alors c'est des informations qu'on a eues d'abord par un média israélien qui s'appelle Plus 972 Mag, donc un journaliste assez reconnu qui a sorti ces différentes affaires. Et donc il a identifié en gros 3 programmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés par l'armée israélienne pour conduire ces bombardements. Et donc ça pose différentes questions. Il y a la fait qui est-ce qui prend la décision de bombarder et quel est le résultat sur le terrain, c'est-à-dire une multiplication des frappes et une multiplication des pertes civiles. Ben justement, quelles sont les technologies meurtrières les plus emblématiques de cet écrasement? Alors, il y a 3 programmes, comme je disais. Donc, le premier, il s'appelle Gospel, donc l'évangile, en gros. Et c'est un programme qui est surtout qui a été employé. Les révélations étaient sorties assez tôt, il me semble, début janvier ou peut-être même en décembre, il faudra vérifier. Mais en gros, c'est un programme qui permet à l'armée israélienne de multiplier les cibles sur les bâtiments. Donc, parce qu'il faut imaginer que quand ils ont fait leur campagne de bombardement, donc la question c'est où est-ce qu'on bombarde? Et donc, le programme a établi toute une liste de différents types de structures à bombarder. Donc, il y a les structures qui ont un intérêt militaire relativement clair. Donc, par exemple, un entrepôt ou une zone dont partaient des tirs de roquettes, des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça qui a été le plus bombardé. L'autre volet de cibles, c'est ce qu'ils appellent des power targets, des cibles importantes qui sont là pour un impact psychologique surtout, ce qu'on pourrait en fait faire l'équivalence avec du terrorisme, parce que les citations des militaires qui sont dans cet article, dans cette enquête, ils disent que c'est des cibles qui sont détruites pour faire un exemple, pour que ça fasse peur à la population et que la population du coup se retourne contre le gouvernement du Hamas. Donc ça va être typiquement des grands immeubles. Parce que si on fait effondrer une tour, c'est impressionnant. C'est des bureaux de poste, des choses comme ça, des banques, donc des choses civiles, des infrastructures civiles, mais qui sont potentiellement liées à l'administration donc du gouvernement ou à la vie économique, et qui sont là pour vraiment, on les détruit pour frapper les esprits. Et pour réussir à faire ça de manière rapide et pour pouvoir chaque jour cibler une centaine de différentes cibles, ben, c'est difficile de faire ça avec les moyens conventionnels, dans le sens où il faut que des gens prennent la décision, qu'ils renseignent les coordonnées de la cible, qu'ils vérifient que le bâtiment est toujours là, que c'est toujours, qu'il sert toujours, que c'est toujours une banque, que ça n'a pas été changé en une boulangerie par exemple.
Donc ça, c'est le programme Gospel, donc l'Évangile qui s'en chargeait. Et ce que ça montre, c'est qu'en fait, comparé aux autres campagnes de bombardement qui ont eu lieu à Gaza, parce que l'armée israélienne, elle emploie ce terme de tondre la pelouse pour dire qu'ils font régulièrement des frappes à Gaza. Et donc après, il y a eu des moments de conflits plus intenses où il y avait des campagnes de bombardement plus longues. Mais si on compare le nombre de cibles qui avaient été détruites ou bombardées par rapport à cette fois-ci, il y a en gros une multiplication par 10 du nombre de cibles atteintes chaque jour. Donc ça montre déjà la capacité, en utilisant ces programmes, ces algorithmes, cette intelligence artificielle, qui compile des données et qui ensuite produit des cibles et renseigne si j'ai bien compris, les coordonnées, etc., les différentes choses à savoir avant de pouvoir transmettre à l'armée qui, elle, va exécuter l'ordre et bombarder la cible. Donc ça c'est permis par ce premier programme qui en gros, économise beaucoup de main-d'œuvre parce qu'il automatise plein de choses qui autrement devraient être faites manuellement. Donc Alors, ça, c'est mais un ouais. oui, oui, je t'écoute. Bah, j'allais dire ça, c'est un premier logiciel ou un premier système qui, en soi, enfin, le côté inquiétant, c'est que il y a la vérification de l'attribution des sources, l'intervention humaine est assez minime. Et donc l'enquête parle que c'est assez, les militaires passent pas des heures ou même des longues minutes à vérifier que c'est bien une banque qu'on va cibler ou que c'est bien. Et donc ça c'est un premier problème sur le côté décisionnel. Mais là, on parlait encore de cibler des bâtiments. Les deux autres programmes qui ont été incriminés et dont il y a eu des révélations, toujours par le même journaliste dans le même média indépendant israélien récemment, là, en fin mars, l'enquête est sortie. C'est une enquête vraiment intéressante à lire pour ceux qui lisent l'anglais. C'est assez impressionnant. Parce qu'il y a énormément de citations, et ça repose sur 6 sources militaires et du renseignement israélien qui étaient directement impliqués dans ce programme. Et en plus, les affirmations sont supportées par des déclarations publiques qui ont été faites avant le 7 octobre par des agents, des responsables du renseignement et de l'armée israélienne qui avaient déjà évoqué le fait qu'ils travaillaient sur ce type de programme. Donc du coup, c'est une enquête extrêmement crédible. Et ce que ça montre, c'est qu'en fait, pour multiplier les cibles, comme les chefs du Hamas, en gros, se sont rapidement cachés, enfin, du moins c'est ce qu'ils pensent, dans des tunnels, etc., que ce n'est pas forcément facile de les atteindre, ils ont préféré frapper les soldats de base, les militants, les combattants de base, les gens qui n'ont aucune responsabilité, parce que il faut savoir qu'Israël a un énorme appareil de surveillance de masse qu'il utilise sur la population de Gaza, et donc quasiment tous les habitants sont fichés et ont une adresse. Et donc du coup, il y a un premier programme qui s'appelle Lavender, et lui, son but, c'était de donner une note à chaque habitant pour savoir s'il a des chances d'être affilié au Hamas de près ou de loin. Et pour faire ça, il collecte toutes ces données. Donc en entrée, le programme, il va recevoir tout un tas de données sur quel site la personne consulte avec son ordinateur ou son téléphone, où est-ce qu'il habite, quelle personne il est en contact. Donc par exemple, le simple fait d'être dans un groupe WhatsApp avec une personne qui est suspectée d'être un militant du Hamas, un combattant du Hamas, ça augmente votre score. Et donc ensuite, quasiment chaque personne de Gaza reçoit un score entre 0 et 100. Et en fonction de ces suspicions ou ces indices, on va dire. Et, euh, et en même temps, le programme a reçu tout un tas de données, des profils types des militants du Hamas qui sont déjà connus et confirmés par le renseignement humain d'Israël. Donc du coup, le programme va comparer d'un côté une énorme masse de données sur une énorme population, et de l'autre, des profils très précis de certaines personnes qui ont été identifiées. Et avec ça, il y a ce qu'on appelle le machine learning, où l'algorithme tourne et donne des réponses et petit à petit affine sa capacité à dégager à établir des correspondances, des patterns, comme on dit en anglais. Et donc, à partir de ça, il va mettre des notes à la population. Et donc, ça c'est ce qu'il va faire en premier. Et ensuite, les autorités israéliennes vont dire, bah, à partir de 90 sur 100, par exemple, on considère que vous êtes un combattant du Hamas et donc une cible.
Et donc ce programme Lavender a ensuite établi une liste, ce qu'il appelle une kill list, donc une liste de personnes qu'il fallait tuer. Et donc ça, c'est établi sur des critères en fait assez abstraits parce que l'intelligence artificielle des fois se trompe et la définition même de ce qui va faire de vous un combattant du Hamas, c'est seulement des indices. Donc, ce n'est pas forcément toujours le vrai. Et ils se sont rendus compte que dans 10% des cas au moins, le programme se trompait. Donc, il allait dire ça, c'est une personne de la branche armée du Hamas, alors que ce n'était pas le cas. Et malgré ça, ils ont quand même dit ok, maintenant 10% d'erreurs, c'est suffisant. Donc maintenant, on va tuer toutes les personnes qui sont sur cette liste. Et c'est là qu'intervient un deuxième programme qui a un nom un peu dystopique, qui s'appelle Where is Daddy? Donc où est papa? En fait, comme chaque Gazaoui a une adresse renseignée dans l'administration, si tu veux, et bien du coup, ils vont suivre les personnes qui sont sur la liste, je suppose avec la géolocalisation, des choses comme ça, et avec éventuellement des caméras, etc. Et dès que le programme confirme que cette personne est rentrée dans son domicile privé, donc au milieu de sa femme, de ses enfants, de ses parents, ses grands-parents, ses cousins, de ses voisins, souvent c'est des immeubles où il y a plusieurs familles qui vivent, bien sûr, c'est là que va donner l'ordre de conduire une frappe aérienne. Et donc, du coup, ça, en fait, la première chose à retenir de ça, c'est qu'on a beaucoup dit, il y a beaucoup de pertes civiles à Gaza parce que le Hamas utilise des boucliers humains, se cache au milieu de la population, etc. Alors, en fait, ce que ça révèle, c'est que l'armée israélienne a bombardé les militants de base du Hamas, donc pas les chefs, etc., et a attendu qu'ils se retrouvent chez eux, à dormir dans leur domicile privé avec leur famille, leurs voisins, pour les bombarder. Ils n'ont pas cherché à les bombarder quand ils étaient sur un site militaire. Non, ils ont attendu qu'ils soient chez eux pour aller dormir, se reposer, voir leur famille, pour là bombarder la maison où ils se trouvaient. Et donc ça, c'est un premier... L'objectif est manifestement terroriste dans la mesure où il s'agit de retourner les familles des combattants ou même des militants contre eux en finalement imposant la pensée que c'est à cause d'eux qu'une multitude a perdu la vie, en gros, c'est ça? Bah, pas forcément, ça c'est une interprétation potentielle, mais en fait c'est plutôt la façon dont, en tout cas, quand on lit l'enquête, c'est plutôt qu'Israël a décidé qu'il y avait les vies humaines palestiniennes n'avaient aucune valeur, en gros, quoi. Donc, pour donner une idée, selon les sources citées par l'enquête, pour tuer un militant de base de la branche armée du Hamas, ils avaient le droit entre 15 et 20 pertes civiles. Donc, ça veut dire que typiquement, le processus, c'est on fait une liste. Si vous êtes sur la liste, vous êtes suivi par le programme Where is Daddy. Et donc, si le programme voit que vous êtes rentré chez vous, là, il y a la décision de bombarder la maison. Et avant de valider la frappe, le programme s'assure que dans la maison en question, l'appartement, il n'y a pas plus de 15 civils qui sont présents. S'il y en a plus, a priori, on ne bombarde pas. Ça, c'est pour une personne de base qui n'a aucun rôle important dans l'organisation. Quand c'est des commandants, des chefs de bataillon, des hauts responsables, là, le nombre de pertes, de dégâts collatéraux, comme on dit, est monté à plusieurs centaines. Donc il y a eu un commandant de bataillon comme ça, en gros de la brigade de Gaza Centre, qui a été tué, on pense qu'il a été tué, et il y avait plus de 300 civils qui avaient été autorisés comme des pertes collatérales. Ils ont bombardé un camp de réfugiés, il y a eu entre 16 et 18 bâtiments qui ont été détruits, donc c'était plusieurs frappes en même temps, tout ça pour un seul commandant du Hamas, qui est pas non plus le numéro 2 ni numéro 3, c'est juste un commandant de brigade. Donc ça donne une idée de l'ampleur de l'acceptation de tuer des innocents pour tuer des militants du Hamas. Alors, certains disent dans l'enquête que c'est un peu aussi une excuse pour justifier des bombardements et en fait la destruction. Alors, en dehors de ces programmes d'intelligence artificielle, il y a également des drones et des chiens robots qui ont été mis en œuvre dans le cadre de cette guerre. Oui, disons qu'il semblerait qu'Israël teste pas mal d'équipements modernes comme ça, à la fois pour réduire les pertes humaines de leur côté, et puis aussi, c'est ce qui est sorti dans certains articles de presse, de sources israéliennes et d'analystes militaires, que c'est une façon de prouver que leurs dernières technologies fonctionnent en les déployant sur le champ de bataille pour ensuite pouvoir dire voilà, on a ce drone équipé d'un fusil et on l'a testé
À Gaza, on sait que ça fonctionne et donc vous pouvez l'acheter. Donc il y a un côté un peu un opportunisme du capitalisme militaire là-dedans, qui est assez sordide peut-être, mais de dire bah, on se sert de cette opportunité pour tester les toutes dernières avancées technologiques. Mais faut savoir aussi, pour revenir au problème d'intelligence artificielle, que les autres problèmes liés à ça, c'est que en fait, ces programmes ne sont pas fiables, c'est-à-dire qu'ils commettent des erreurs. On a dit déjà quand ils mettent les personnes sur les listes, mais aussi, par exemple, quand un militant du Hamas supposé va chez lui et que le programme Wise Daddy va dire OK, c'est bon, on peut conduire la frappe, il y a une intervention humaine à ce moment-là, et la seule vérification qui était demandée, c'était de savoir si c'était bien un homme, parce qu'il n'y a pas normalement de femmes dans la branche armée du Hamas. Et si c'était un jeune homme, un adolescent, c'était autorisé aussi. Et surtout, il peut arriver que la personne qui soit rentrée dans la maison ne soit pas la cible. C'est peut-être son fils qui a le téléphone portable de son père, c'est peut-être un étranger, enfin une personne qui a racheté le téléphone ou qui l'a trouvé dans un magasin ou par terre parce que la personne à qui il appartenait, qui était affiliée au Hamas, s'en est débarrassée. Et donc il y a des innocents comme ça qui ont été tués. Et le dernier point, c'est que comme il y a un délai de plusieurs heures entre le moment où on dit OK, la frappe est autorisée et le moment où la frappe est conduite, bah, il arrivait plusieurs fois que la personne qui était ciblée soit partie. Et donc du coup, les voisins, la famille a été tuée et sans aucune, sans que ça conduise, sans que la cible soit atteinte. Et ça, c'est un problème qui a été souligné dans l'enquête et qui explique aussi pourquoi il y a eu autant de pertes civiles. Et, euh, et le dernier point, c'est de savoir, c'est qu'on parle de la technologie, mais justement pour conduire ces frappes, Israël a décidé d'utiliser des armes non guidées. Donc c'est des bombes de forte puissance, mais qui sont pas très chères. Et donc l'argument, c'est de dire, bah, comme c'est des gens qui sont pas importants d'un point de vue militaire, on va pas gaspiller des munitions de haute précision pour les tuer. On va utiliser les bombes les moins chères qu'on a. Et comme ces bombes ne sont pas guidées, bah, c'est des bombes qui, en gros, quand elles tombent sur un bâtiment, tout le bâtiment s'effondre. Donc, du coup, ils ont tué beaucoup de personnes comme ça pour faire des économies. Et avec la logique que bah, on ne va pas passer du temps à vérifier que la personne est bien dans sa maison, à vérifier qu'on l'a bien tué, à prendre une munition, un type de bombe extrêmement perfectionnée, guidée, qui fait des dégâts moins importants mais plus ciblés, parce que cette personne-là n'est pas importante d'un point de vue stratégique. Qu'elle soit morte ou pas, c'est pas très important. Mais du coup, ça va à l'encontre du principe de proportionnalité du droit de la guerre, parce que normalement, si on pense que l'objectif stratégique est faible, eh ben, on ne peut pas justifier de tuer beaucoup d'innocents pour un objectif stratégique faible. Donc c'est ça qui est vraiment le truc vraiment paradoxal et assez difficilement défendable. Alors, à propos des technologies et du matériel, tu as évoqué des chiens robots et on a entendu parler de drones qui imitent des pleurs de bébés pour attirer les cibles et les frapper. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, alors j'ai vu passer ça, c'est des journalistes américains très reconnus, hein, comme Ryan Grim de The Intercept qui relayait ça. Donc, il y a eu plusieurs vidéos qui ont été tournées à Gaza de journalistes sur place et donc de témoignages, comme quoi l'armée israélienne utiliserait des drones qui diffusent des pleurs et des supplices de femmes et de bébés et d'enfants juste à l'extérieur d'une maison. Du coup, les hommes qui sont présents, les personnes qui sont présentes dans la maison sortent pour essayer de porter assistance. Et là, on leur tire dessus, le drone ou un autre drone leur tire dessus. Donc, c'est assez sordide comme façon de faire. Et c'est même pas clair que c'est pour toucher une personne particulière. Parce que si c'était pour, par exemple, tuer un commandant du Hamas ou même un militant du Hamas, il y a peu de chances que ce soit cette personne-là qui aille porter assistance, je suppose. Donc, c'est assez troublant comme information. Pour l'instant, il y a plusieurs témoignages qui corroborent ça. Donc, c'est quelque chose, je sais, ça n'a pas encore été vraiment confirmé par la presse occidentale, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui font penser, qui confirment ça, y compris des vidéos. Et les chiens robots, qu'est-ce que c'est? Bah, ça, il y a eu différents articles de presse hein, qui évoquent ça. Donc, donc il y a plusieurs types de robots, si tu veux, des robots en forme de chien qui servent soit à faire de la reconnaissance ou éventuellement combattre et qui sont déployés pour, par exemple, aller dans des endroits où on pense qu'il y a des mines ou des endroits piégés et à la place des soldats. Et puis après, il y a aussi des drones qui portent des armes de type plus légères, quoi, donc des fusils, des choses comme ça.
Et il y a aussi des bulldozers qui ont été employés qui sont pilotés à distance, donc pour détruire certains. Donc tout ça, ça porte la question de mettre de plus en plus de distance entre la personne qui tue et l'arme, et potentiellement la décision de tuer quelqu'un sans intervention humaine. Ça, c'est vraiment la ligne rouge qui commence à être de plus en plus floue, y compris avec les programmes d'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure. Alors, quel est le rôle de la Silicon Valley américaine ici? On a vu que Google avait licencié 28 employés qui avaient posé un jour de grève pour protester contre le contrat signé par leur firme, donc Google, avec l'armée israélienne pour 1,2 milliard de dollars. Oui, donc en fait, dans ce cas précis, c'est un contrat pour l'hébergement de données des serveurs, si j'ai bien compris. Et donc, les employés de Google sont en général des gens plutôt progressistes, etc., donc qui sont assez hostiles à ce conflit, à ce que fait l'armée israélienne. Donc, c'est pas étonnant de voir qu'il y a des mobilisations qui se passent au sein de l'entreprise, mais Google a assumé de licencier brutalement ces gens qui s'étaient mis en grève pour envoyer un message. Donc ça montre que la Silicon Valley est très impliquée de manière générale dans l'industrie de l'armement, et y compris avec Israël. Une autre question qui a été soulevée par toutes ces révélations, c'est, comme on l'a dit, pour identifier les cibles pour les bombardements, les logiciels israéliens utilisent des données des téléphones, et y compris de WhatsApp. Et normalement, WhatsApp, quand on l'utilise, c'est des communications chiffrées de bout en bout. Donc, a priori, pour pouvoir identifier qui est dans quel groupe WhatsApp, etc., il faut que l'entreprise, donc Meta, donc, qui s'appelait Facebook avant, collabore directement avec le renseignement et l'armée israélienne. Et ça, c'est ce qui semble être le cas. Pour l'instant, Meta n'a pas confirmé ni affirmé cette question, mais c'est quelque chose d'assez inquiétant, parce que si le fait d'utiliser une application vous met en danger comme ça, de vous faire tuer, aujourd'hui à Gaza, mais peut-être plus tard ailleurs, c'est quelque chose de très inquiétant. Et qui, alors on peut voir pourquoi, parce que en fait, les dirigeants de Facebook sont très pro-israéliens. Il y a Mark Zuckerberg, donc il a fait des dons financiers à l'ONG israélienne qui était la source de toutes les fake news sur les bébés décapités, ce genre de choses. C'est l'ONG Zaka. L'ancien directeur financier de Facebook, qui est maintenant membre du conseil d'administration, c'est une personne, Sheryl Sandberg, qui est donc qui s'est beaucoup exprimé publiquement pour supporter l'armée israélienne et l'offensive contre Gaza. Et Guy Rosen, qui est le chef, en gros le directeur de tout ce qui est la sécurité de Facebook, donc qui lui est basé à Tel Aviv, il me semble, et qui est aussi quelqu'un qui est assez clairement favorable à l'offensive à Gaza. Donc ça montre qu'à la tête de Facebook, il y a des gens qui sont très proches des dirigeants israéliens et qui sont plutôt alignés avec la politique qui est menée en ce moment. Et donc ça se reflète aussi potentiellement dans les coopérations qui peuvent se mettre en place. Et ça montre que la Silicon Valley est très impliquée dans tout ça. Alors, évoquons désormais le terrain purement militaire, si on peut dire. Avec cette nouvelle préoccupante, le président américain Joe Biden aurait donné son OK à Benjamin Netanyahou pour une offensive à Rafah, que tous les observateurs annoncent comme porteuse de très graves périls contre une réaction plus faible face à Téhéran. Nous tournons le vendredi 19 avril en mi-journée et la réaction contre Téhéran a déjà commencé. De fortes explosions ont été rapportées tôt vendredi dans le centre de l'Iran. Selon de hauts responsables américains, il pourrait s'agir d'une attaque israélienne en représailles aux tirs de drones et de missiles sans précédent contre Israël le week-end dernier. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il y avait un accord sur de nouvelles sanctions contre l'Iran, notamment en ce qui concerne les drones et les missiles. There is a strong consensus to sanction, which is largely the most important issue, and to take clear decision to sanction not just the officials and the army, but all the key players and industrials and financiers being involved in production of missiles and drones. And we will follow up. Selon les autorités iraniennes, les défenses aériennes de l'Iran auraient abattu 3 drones au-dessus d'Ispahan. Alors Chris, pour l'instant, l'attaque israélienne en Iran n'est pas massive. De quoi accréditer la thèse du deal Biden-Netanyahou? Oui, c'est ce qui semble être le cas, parce que clairement, Biden, quand il y a eu l'attaque iranienne, qui est, selon beaucoup d'experts, l'attaque de l'Iran contre Israël,
est caractérisé comme quelque chose qui avait été fait pour éviter justement une escalade, dans le sens où ils avaient prévenu avant qu'ils allaient attaquer à telle heure et à tel endroit, en gros. Ils avaient averti les pays limitrophes pour pas qu'il y ait d'incidents dans leur espace aérien, et ces pays-là ont ensuite transmis l'information à Israël et aux États-Unis. L'Iran avait communiqué avec les États-Unis à l'avance aussi pour dire voilà, on va faire ça. Donc, il ne faut pas surréagir. On ne cherche pas à déclencher un conflit, on veut juste rétablir une sorte de dissuasion. Et puis, donc, il y a beaucoup d'experts qui disent que la quantité de missiles et de drones employés, leur niveau de sophistication, était pas. L'Iran aurait pu faire plus. Et donc, c'était calibré un peu. Ils avaient ciblé des cibles militaires pour pas entraîner de pertes humaines, pour faire une démonstration de force qui soit pas non plus, qui place pas Israël dans la position d'être obligé d'escalader en retour. Et c'est en gros ce qu'avait dit Biden ensuite. Il a dit vous avez réussi, on a réussi à prévenir l'attaque en détruisant 99% des missiles et des drones. Donc maintenant, vous pouvez passer à autre chose, quoi. On considère ça comme une victoire et on passe à autre chose. Mais au sein du gouvernement israélien, l'extrême droite, dès l'arrivée des missiles, avait commencé à faire des grandes déclarations, on va se venger, ça va être terrible, etc. Donc du coup, Netanyahou était un peu coincé entre l'extrême droite avec laquelle il gouverne, et puis aussi dans ce cabinet de guerre, le cabinet militaire, ou le conseil de guerre, donc qui se tient, qui est un peu une coalition étendue. Il y a des anciens généraux qui sont donc eux beaucoup plus aussi sur l'idée de il faut répondre fortement à l'Iran. C'est ce qui est sorti dans la presse américaine, un média comme Axios par exemple, qui a des très bonnes sources. Donc l'idée était, en gros, malgré le fait que Biden avait dit on arrête là, Israël allait faire une réponse. Et donc selon des informations qui ont été publiées dans la presse américaine, il y aurait eu une sorte de deal où Biden aurait dit ok, vous n'allez pas faire une réplique, vous allez faire un truc vraiment minime, et en échange, on va vous laisser attaquer Rafah. Et donc ça semblerait ça valide cette thèse, puisque pour l'instant, il semblerait que l'attaque israélienne a été de très faible intensité, et que l'Iran, du coup, a dit qu'ils allaient pas. Enfin, ils ont évoqué l'idée. Il semblerait que l'Iran ne se prépare pas à riposter. Donc ça validerait cette thèse, mais du coup, c'est une nouvelle très inquiétante pour la situation à Gaza et à Rafah en particulier. Alors d'ici la diffusion de cette émission, les choses peuvent bouger. On dit ce qu'on sait en ce moment. Alors une fois de plus, la question des capacités de pression américaine sur Israël se pose, et tu voulais à ce sujet qu'on revienne sur la tuerie des humanitaires de la World Central Kitchen. Pourquoi ? Oui, parce qu'il y a eu comme un basculement en fait à ce moment-là aux États-Unis, parce que avant, il y avait énormément de pression qui s'exerçait sur Biden, que ce soit ses propres les élus démocrates, les électeurs, les activistes, et y compris des membres de son administration qui avaient démissionné ou qui avaient écrit des lettres, etc., pour s'opposer à la politique de Biden. Donc, il était très contesté en interne, mais il résistait à toutes ces pressions et continuait d'apporter un soutien inconditionnel, en gros, à Israël. Les seules choses qui étaient visibles, c'est qu'en gros, sans la pression de Biden à cette époque-là, au lieu d'avoir une centaine ou une cinquantaine de camions par jour d'aide humanitaire, il y en aurait eu en gros 0. Et sachant qu'avant l'offensive israélienne à Gaza, il y avait en gros 500 camions par jour qui entraient, et qu'à l'époque, Gaza était capable de produire une partie de sa nourriture tout seul, alors que maintenant, tout a été détruit. Donc du coup, la situation, il faut plus que 500 camions maintenant par jour pour que la population ait de quoi vivre. Donc il y avait vraiment ce minimum qui était mis en place par les Américains, et la question c'était est-ce qu'ils ont les moyens de faire pression sur Israël. Et il y a eu donc le meurtre de ces 7 travailleurs humanitaires. Et en fait, c'est une organisation occidentaux, il faut préciser qu'ils sont occidentaux, ces travailleurs-là. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait un Américain et donc 7 occidentaux. Et puis c'était une attaque ciblée. Ils ont ciblé 3 fois les voitures, etc. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que c'était intentionnel. Et donc, on a vu vraiment un changement, parce que d'abord, ils ont tué des Occidentaux. Et en plus, il faut savoir que cette ONG, en fait, ça a été mis en place par un chef, donc cuisinier très connu, et surtout connu à Washington. Donc, en fait, il faut voir que c'est Biden et Nancy Pelosi et des hauts dirigeants démocrates, c'était un peu
si tu veux, leur cuisinier fétiche, tu vois, qu'ils allaient à son restaurant, etc. Donc il y avait ce côté un peu une relation, et lui, il a été très critique, il est passé à tous les matinales et les médias américains, et il a vachement critiqué Israël, et donc un peu mis comme ça dans l'embarras l'administration Biden. Donc il y a eu une réponse très forte des États-Unis, et dans l'opinion d'abord, et puis ensuite Biden a eu ce coup de téléphone avec Netanyahou, et on a vu un changement vraiment clair de politique, c'est-à-dire que d'un seul coup, alors c'est pas sûr que tout est totalement corroboré, mais l'armée israélienne s'est retirée du sud de Gaza. On est passé de 50 ou 100 à 500 camions par jour d'aide humanitaire. Et donc il y a eu quand même des choses importantes. Et puis il y a eu, c'est ce qui est rarissime, l'armée israélienne s'est excusée et a trouvé un coupable et l'a puni. Alors d'habitude, ça prend des mois, des années avant qu'une enquête arrive à son terme. Et en général, il n'y a pas de coupable clairement puni quand il y a des choses comme ça qui se passent. Donc il y a vraiment un changement à ce moment-là. Mais on voit que le changement est quand même de faible conséquences, dans le sens où les États-Unis n'ont pas condamné l'attaque d'Israël contre le consulat iranien. Ils continuent de livrer des armes. Et maintenant, il y a eu différentes choses. Donc, ils ont imposé leur veto à l'ONU pour empêcher que la Palestine ait un siège à l'ONU. Et puis, on voit que ça continue aux États-Unis. Il y a toujours ce macartisme qui continue de s'appliquer. Donc, il y a encore une présidente d'université qui a dû marcher sur des œufs au Congrès dans une audition pour expliquer que dire que libérer la Palestine, c'était antisémite. Donc, il y a une loi qui est en train de passer au Congrès justement pour faire reconnaître le fait que ce slogan est antisémite. Et puis il y a un texte qui va être voté normalement qui prévoit de débloquer, je crois, 10 ou 15 milliards d'aides militaires supplémentaires à Israël. Donc on voit que malgré tout, ça reste l'administration Biden reste engagée pleinement en faveur de l'offensive contre Gaza. Et ça va même jusqu'à refuser de bloquer l'aide militaire aux unités israéliennes qui ont commis des crimes assez épouvantables. Oui, c'est ça. Il y a une révélation du site américain ProPublica, donc qui est un peu comme en France Disclose ou des choses comme ça, donc qui sont des sites d'investigation, et donc qui ont montré que, en fait, il y a eu dès décembre un rapport interne au ministère donc le Secretary of State, donc l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, en gros. Donc ils ont fait un rapport comme quoi il y avait différentes unités de l'armée israélienne qui avaient commis en masse des tortures et des viols. Et donc, la recommandation de ce rapport, c'était ces unités-là qu'on a identifiées comme ayant commis ces crimes, il faut pas leur envoyer de l'aide militaire parce que ça irait à l'encontre du droit américain. Parce que les États-Unis, dans les lois américaines, ils n'ont pas le droit de fournir des armes ou du soutien militaire à un acteur qui commet des crimes de guerre. Donc, du coup, il y a eu ce rapport, et ce rapport a été enterré. Et il est enterré depuis, donc comme ça a été en gros, c'est un rapport qui date de décembre. Donc ça donne une idée quand même de, malgré tout ce qui s'est passé, il n'y a aucune sanction qui est prise à ce niveau-là. En tout cas, ça nous montre que les États-Unis peuvent beaucoup et qu'ils ne font pas grand-chose et qu'ils continuent de soutenir une politique criminelle parce qu'en réalité, telle est la volonté du président Joe Biden. Oui, et on voit que sur l'Iran, ils sont capables quand même d'empêcher une escalade. Alors que quand c'est la Palestine, à la limite, tant qu'il y a des camions d'aide humanitaire qui rentrent, voilà, la ligne est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de flexibilité. Donc et qu'on ne tue pas d'occidentaux qui travaillent pour un de nos potes de Washington, quoi. Ouais, si on veut aller caricaturer un peu, c'est ça, ouais. C'est assez dramatique. Le côté hypocrisie rappelle un peu la façon d'opérer de Donald Trump. Donc c'est assez décevant de voir qu'une administration démocrate se comporte de la même façon. Merci Chris pour ces éclairages et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Votre média est aujourd'hui la seule chaîne d'infos indépendante et proche du terrain des luttes sociales à avoir sa place dans le paysage audiovisuel français. Nous devons désormais élargir notre diffusion en nous battant contre la tentation de nous exclure qui existe chez les grands distributeurs de box comme SFR et Bouygues. Nous candidatons également pour être disponibles via la TNT. C'est un énorme défi.
nous devons étoffer nos programmes pour tenir la concurrence des énormes machines tenues par les milliardaires. C'est la bataille essentielle de l'info et nous ne pouvons la gagner que grâce à vous. Si vous voulez nous soutenir via un abonnement de soutien ou un don défiscalisé, c'est sur le mediatv.fr/soutien que ça se passe. Restez connectés aux médias.